Et donc, on aimerait avoir une description géolocalisée, donc savoir quelle est la diversité qu'on retrouve dans les fermes françaises, où est-ce qu'elle se situe et comment elle a évolué. Donc, en gros, c'est un gros chantier. On a testé plusieurs approches, des approches au niveau national et des approches par filière. Donc là, je vais vous présenter petit, une petite partie des résultats, mais en gros, ça ouvre plein de questions de recherche et plein de possibilités aussi d'analyse. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une meilleure connaissance des dynamiques de production et de développement des fermes en AB. Donc les données mobilisées, donc c'est la base de données, donc les tables qu'on vous a présentées ce matin, la base de données BioInRAE. Donc les données que moi j'ai utilisées pour ce travail, c'est la table opérateur agricole, production agricole et groupe de production. Donc je me suis vraiment intéressée là qu'aux opérateurs agricoles, donc qu'aux fermes et à leur production. Et donc, notre sélection, c'était des opérateurs 100% engagés en agriculture biologique, donc pas de mixte. On ne veut pas des fermes qui sont à la fois bio et non bio parce que ça fausse finalement la structure des fermes, vu qu'on n'a qu'une partie, c'est les fermes, la partie bio de ces fermes-là. Et ensuite, on n'a pas pris en compte les opérateurs qui sont arrêtés dans l'année. Parce qu'on peut se dire que ces opérateurs qui sont en fin de carrière, potentiellement, donc qui ont diminué leur troupeau, diminué leur surface. Donc, c'était un choix de ne prendre que des personnes qui sont encore actives et engagées tout au long de l'année. On a les fermes en conversion et certifiées déjà. Donc là, on n'a pas enlevé les fermes qui viennent seulement de s'engager en bio. Et ensuite, j'ai mené un travail de recodage. Donc ça n'a pas été fait dans l'entrepôt en général, c'est vraiment un choix pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai recodé certaines productions où on avait des détails dans les commentaires, donc qui permettaient des surfaces qui étaient dans des groupes des productions très larges. Ben, j'ai essayé de leur attribuer une production avec un grain plus fin. Et au total, sur toute la base, j'ai recodé 110 000 hectares. Donc, c'est pas énorme hein, quand on se dit qu'en 2021, on a 2,6 millions d'hectares. Non, 2 millions en 100% bio. Donc, voilà, c'est pas énorme, mais ça permet de gagner un peu plus de précision. Donc là, ce que je vous propose d'abord, c'est de vous présenter un peu la ferme 100% engagée en 2021 en France et son évolution pour vous donner une idée de où se trouvent les productions, les surfaces, les producteurs et avoir une idée générale finalement de la bio en France. Et donc l'idée là, c'est de se focaliser sur la structure des fermes en agriculture biologique. Donc ça, c'est un tableau qui reprend un peu la publication faite par l'agence bio au mois de juin lors de sa conférence de presse, sauf que je n'ai représenté que les fermes, enfin j'ai identifié surtout les fermes engagées 100% en bio. Donc c'est en orange là, donc on est à 41 819 fermes en 2021, pardon, et ceux qui représentent 2 millions d'hectares. Donc on voit l'évolution qui est constante depuis 5 ans, depuis 2015. Et pour vous donner une idée, en système mixte, donc qui ont à la fois du bio et du non bio, on est à 12 913 fermes pour 610 000 hectares. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les fermes totalement engagées en AB représentent plus de 3/4 des surfaces bio et plus de 3/4 des opérateurs. Après, la question, c'est où sont localisées les fermes bio. Donc là, je vous ai représenté une carte de la France ou à l'échelle départementale où le gradient de couleur dépend du nombre de fermes engagées en agriculture bio par département. Donc le plus clair, c'est moins de 60 fermes et le plus foncé, on est à plus de 1000 fermes. Et on retrouve donc le top 3 de nombre d'exploitations. Donc on a l'Hérault, la Gironde et le Gers. On a également donc, le Grand Ouest, la Bretagne et une partie des Pays de la Loire qui sont quand même bien représentés, où on a un bon nombre de producteurs bio. Et le bassin méditerranéen ainsi que le début de la vallée du Rhône. Mais la question que vous devriez vous poser, c'est comment c'était il y a 5 ans, il y a 10 ans, enfin, quelle a été l'évolution. Donc, c'est ce qu'on regarde. Donc là, c'est la même photo, mais sur les données de 2010. Et on retrouve seulement là donc 3 départements, la Drôme, je vais pas dire de bêtises, le Vaucluse, le Gard et l'Hérault, donc qui ont plus de 400 opérateurs déjà en 2010 dans le département. Et sinon, c'est plutôt, on a l'Ouest qui est aussi représenté et on a le bassin parisien et le Hauts-de-France
qui sont un peu à la traîne, si on peut dire ça. La photo en 2015, on voit déjà une expansion à partir des zones déjà bien peuplées en bio, notamment qui est à partir du bassin méditerranéen vers le nord. On a la vallée là qui se dessine et le développement de la bio se maintient dans l'ouest. Et ça nous amène à la carte que je vous ai déjà présentée précédemment. Et si on regarde maintenant, si on fait le penchant en termes de surface en bio, donc on retrouve la même carte, mais là, donc, le gradient de couleur correspond au nombre d'hectares de SAU certifiés en AB, donc en milliers d'hectares. Donc on voit que on retrouve du bio dans tous les départements français. Les deux régions qui sortent du lot, on a la Loire-Atlantique et le Gers avec plus de 60 000 hectares de surface bio, avec un top 3, donc Loire-Atlantique, Gers et ensuite l'Aveyron avec plus de 56 000 hectares. Et je vous ai mis, pour avoir une idée d'ordre de grandeur, la surface moyenne des exploitations dans ces départements-là en bio. On retrouve aussi Lyon qui n'était pas tant, où il n'y avait pas tant de fermes, mais qui a quand même beaucoup de surface. Et ça s'explique par la taille des exploitations, où là-bas, on avoisine les 100 hectares en moyenne en bio dans Lyon. Je vous refais le même triptyque, la progression entre 2010 et 2020. Donc en 2010, on a 3 départements qui sortent du lot, la Drôme, l'Aveyron et la Loire-Atlantique. Et en 2015, donc ces départements sont développés, mais aussi on voit aussi un développement dans les départements voisins qui s'accentue. Et il y a une petite dynamique donc autour de ces départements qui explique l'évolution, qui peuvent expliquer en partie l'évolution des surfaces bio pour arriver à la carte à l'échelle nationale à l'heure actuelle. Et ensuite, on peut se poser la question, là, c'est les hectares de SAU, mais quelle est la place finalement du bio dans la SAU? Donc, qu'est-ce qu'est la part de bio dans la SAU de chaque département? Et donc, c'est ce qu'on observe ici. Et là, on voit qu'il y a quand même une certaine hétérogénéité. Notamment, on voit le bassin méditerranéen où il y a une part de bio dans la SAU qui est plus importante, et notamment le sud-est. Et ce qui peut s'expliquer aussi si on regarde la surface agricole utile par département. Dans le sud-est, c'est les départements qui ont le moins de SAU. Et c'est aussi les départements où il y a le plus de bio dans la SAU. Voilà, pas d'autres éléments à rajouter. Et maintenant, je vais vous présenter des données issues du recensement agricole 2020 sur les fermes bio. Donc là, pour rappel, donc on a regardé donc, les fermes 100% bio, toujours les mêmes critères. Donc dans le RA, on a 37 661 fermes. On est sur 2021, c'est légèrement différent du chiffre que je vous ai annoncé tout à l'heure. En 2021, on est à 41 819 fermes. Et ce qui s'explique par le pas de temps, donc là, les récoltes des données pour le recensement agricole, c'est de mi-2019 à mi-2020, il me semble. Donc le pas de temps n'est pas tout à fait similaire. Et les petites fermes, il y a une histoire de seuil aussi sur les fermes. C'est que des structures agricoles qui sont prises en compte, alors que à l'agence bio, on a également des opérateurs qui sont certifiés, qui n'ont pas une entreprise agricole en tant que telle. Donc ça, il peut expliquer la différence. Donc en main-d'œuvre totale, donc en ETP, donc en équivalent temps plein, on a 2,15 ETP en moyenne par ferme, dont 1,1 donc ETP, co-exploitant, exploitant, c'est à peu près la moitié. En main-d'œuvre permanente, c'est-à-dire présente plus de 8 mois de l'année, qu'elle soit salariée ou non salariée, on est à 0,75 ETP, et de la main-d'œuvre non permanente, on est à 0,29, avec une SAU moyenne de 50 hectares et le ratio SAU sur ETP de 43. Donc c'est une moyenne des ratios, donc ce ratio a été calculé pour chaque ferme et ensuite on a fait une moyenne. Parce que je pense que ça vous intéresse, l'élément de comparaison des fermes non bio. Donc là, on a quasiment 10 fois plus de fermes. On est à 368 000 fermes avec une main-d'œuvre totale moyenne à 1,59 ETP, dont 0,97 d'exploitants et co-exploitants. Donc on est plus qu'à la moitié là, on est quasiment à 70%. 0,46 de main-d'œuvre permanente, 0,16 ETP de main-d'œuvre non permanente avec une SAU moyenne de 65 hectares. Et en moyenne, on a 69 hectares par ETP. Donc là,
On se dit que les fermes ont tendance en bio à être plus petites avec moins d'hectares par ETP. Après, il faut voir quelles sont les fermes qui sont engagées en bio. Est-ce qu'on a le même profil, les mêmes productions en bio qu'en conventionnel? Il y a des productions où il y a besoin de plus de main-d'œuvre que d'autres. Ensuite, là, je vous représente, vous voyez pas tout. Ben, donc, c'est ce graphique. Je pense qu'à distance, ça doit aller. Donc sur la gauche, en orange, c'est les exploitations engagées en agriculture biologique, donc en milliers. Et sur la droite, en vert, ce sont les hectares en milliers d'hectares. Et on a des classes de taille de SAU. Donc en bas, c'est moins 10 hectares, entre 11 et 25, de 25 à 50, de 51 à 100, 101 à 200 et plus de 200 hectares. Donc, ce qu'il est intéressant de remarquer déjà, c'est en 2021, 38% des fermes font moins de 10 hectares. Donc, ce qui représente 3% de la SAU bio en France en 2021. Et ce chiffre tend à augmenter, cette proportion tend à augmenter. On était à 34% en 2010, à 36% en 2015, et là, on est passé à 38%. A contrario, pour les fermes de plus de 200 hectares, elles représentent 4% des fermes et un quart de la SAU française. Donc là aussi, ce chiffre augmente. On est passé de 2 à 3, puis 4%. Et en termes de surface, c'était 16% de la surface en 2010. Et on a gagné 8 points de SAU en l'espace de 10 ans. Pour les autres catégories, c'est relativement stable en termes de proportion. C'est sûrement les 2 points que je trouvais les plus intéressants à faire remarquer. Ensuite, on a regardé, le profil des exploitants et co-exploitants en termes d'âge et de sexe ratio. Donc, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'en 2021, 29% des co-exploitants et exploitants sont des femmes. Si on regarde la répartition, on a mis un seuil à 40 ans parce que là, c'est l'âge limite pour avoir accès aux dotations des jeunes agriculteurs. Ensuite, on a mis une autre limite à 55, c'est un âge pivot, parce que c'est un âge où on commence à réfléchir à la transmission et au départ à la retraite. Et ensuite, on a mis l'âge de 65 ans, parce que c'est l'âge où on devrait partir à la retraite. Donc, c'est des personnes qui potentiellement devraient être parties ou partiraient vraiment à très court terme. Donc, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que la pointe de la pyramide, autant pour les femmes que pour les hommes, elle est entre 40 et 55 ans. Et ensuite, que les personnes qui ont plus de 55 ans représentent quand même 28% de l'ensemble des exploitants et co-exploitants, c'est-à-dire quasiment presque un tiers, presque 30% des exploitants et co-exploitants vont être amenés à moyen court terme à céder leur exploitation ou à arrêter leur exploitation. Et là, c'est un travail en avant-première. Donc, c'est la répartition des fermes en OTEX. Donc là, c'est l'OTEX en 11 postes. C'est le même regroupement qui a été appliqué au RA 2020 et qui est déjà sorti en décembre dernier pour l'ensemble des fermes françaises. Donc voilà, c'est en avant-première. On est encore en cours de validation de ces chiffres. On a travaillé dessus avec Emeric à l'agence bio. Donc on a calculé les OTEX en routine dans l'entrepôt de données et on est en train de vérifier que le script roule correctement. Donc voilà. Voici le premier résultat. Donc on a une majorité d'exploitations en grande culture et ensuite c'est la viticulture qui ressort, puis le maraîchage. Et je crois que ça représente à peu près 10% les exploitations de polyculture et de polyélevage. Donc ça vous donne, je vais pas en parler davantage pour le moment. Voilà, c'est encore en cours d'études et de finalisation. Mais ça vous donne une idée. Et si ça choque des personnes ou si ça vous parle, vos retours sont les bienvenus. Je vous propose de faire une première pause dans la présentation. Et si vous avez des questions, là, n'hésitez pas avant de passer après vraiment à l'analyse ou l'étude de la diversité des productions au sein des fermes. Lucile, dans le fil de discussion, il y a une question qui est qui concerne la taille moyenne des fermes pour demander si depuis 2000, vous avez regardé s'il y avait eu une augmentation
enfin, pardon, pas depuis 2000, si vous aviez regardé s'il y avait une augmentation de la SAU moyenne par exploitation. Ouais. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais elle a augmenté comme pour l'ensemble des exploitations On françaises. peut l'imaginer puisque le nombre d'exploitations supérieures à 100 000 hectares a augmenté, donc j'imagine que ça va affecter la moyenne. Ouais, donc là, on est à 50. Il me semble qu'on était à 46 et 40 ou 42 en 2010. 46 et là, on est passé à 50, Donc ça, c'est grosso assez modo. intéressant comme donnée. Et d'ailleurs, Anne Glandinière nous a fait part de son expérience en Occitanie, en disant qu'en Occitanie, on constatait une augmentation de la taille moyenne des fermes en AB. Oui, Thomas Poméon. Donc, j'avais une question sur quand tu disais là, qu'il y avait une différence d'assiette entre le RA et les données agence bio. J'ai pas, parce que j'ai pas bien compris d'où pouvait venir la différence, sachant que un me dit si je suis non professionnel, pourquoi je paye une certification bio? Et deux, sachant que les critères de l'assiette RA sont quand même assez bas, quoi. C'est-à-dire, avec une vache, tu es dans le champ du RA. Enfin, il y a des critères. Oui, du coup, c'est une question qui nous a été posée. Est-ce que vous pouvez essayer de parler bien dans le micro parce qu'à distance, c'est pas très audible. C'est mieux là? Merci. Oui. Oui. Du coup, c'est une question qui nous avait été posée quand les premiers chiffres du RA sont sortis. On avait fait le travail de comparaison à l'échelle d'une région, la Bretagne. Et donc, on avait effectivement, on est arrivé à la conclusion qu'il y avait une grande majorité de la différence d'assiette qui s'explique par la temporalité à laquelle le périmètre du RGA a été effectué par rapport à la faute, enfin, à l'instant T à laquelle nous on regarde la donnée. Voilà, donc c'est ça qui explique majoritairement les écarts que l'on a. Autre question? Alors, Catherine Experton de l'agence Bio. C'est sur ta diapo OTEX. Il me semble que dans les profils, il y a beaucoup de producteurs qui ont que des surfaces fourragères, pas forcément d'animaux, mais des surfaces fourragères, type luzerne, etc. Ils seraient où là-dedans? Assez vite, alors peut-être. Est-ce qu'ils sont, ma question, c'est est-ce qu'ils sont mis en grande culture parce qu'ils ont que des terrains et pas d'animaux ou pas? Oui. Ah. On a appliqué le. Cécile, est-ce que tu peux répéter la question parce qu'on ne l'a pas entendue à distance? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Je posais la question, il y a beaucoup de producteurs en agriculture biologique qui n'ont que des surfaces fourragères. Et je me demandais dans quelle catégorie ils avaient été classés sur la diapo OTEX. Et Lucille répond qu'ils ont été classés en grande culture. Parce que ça me surprenait qu'il y ait autant de grandes cultures Oui, moi aussi. dans l'analyse. Voilà. Je partage l'étonnement. Attends. Oui, Laurent Piette, pardon. C'est aussi vrai en conventionnel. Les gens de l'Institut de l'élevage qui ont commencé à travailler sur les données du RA, ils avaient le même problème. Que, effectivement, dans la méthode de PBS, en fait, de construction des OTEX, les surfaces, enfin les prairies en particulier, ne sont pas valorisées puisque c'est les animaux qui sont valorisés. Et donc, s'il n'y a que des prairies et pas d'animaux, bah, du coup, en fait, c'est les autres cultures qui sont valorisées. Mais il me semble. Et bah, on va le voir après, je pense. Dans la construction des OTEX, quand il n'y a pas d'animaux, toutes les surfaces qui normalement devraient être destinées à l'alimentation animale, qui font partie du groupe ils sont regroupés avec les herbivores dans les calculs de PBS, ben, ils switchent dans les grandes cultures. Donc ça, c'est dans la règle de décision, quand il n'y a pas d'élevage, les surfaces de prairies sont considérées comme des grandes cultures. Enfin, dans la spécialisation grande culture. Alors, moi, je vais me donner la parole. Tu vois, tu as montré qu'il y avait 28% qui avaient plus de 55 ans. Mais en fait, ils sont plus jeunes que
l'agriculture conventionnelle, puisqu'on est à 55%, plus de 55 ans. Donc finalement, ils sont quand même, tu vois, tu dis ils sont vieux, mais non, ils sont plus jeunes que. Non, je dis juste qu'il y a quand même, il y a quand Oui, même. mais, Mais je n'avais pas mais, comparé au conventionnel sur ce oui, point-là. mais tu vois, en comparant au conventionnel, finalement, le problème est moins massif. Ouais. C'était juste, tu vois, je me suis fait la remarque. Bah, si vous êtes Il y a d'autres curieux, questions dans le. Oui, j'ai caché, juste pour info, j'ai caché la diapo, mais ça vous donne une ordre d'idée de la répartition entre bio et non bio. Donc bio sur la droite, non bio sur la gauche. Ouais, c'est toujours les données du RA 2020. Ils ont un peu vieilli. Ouais, comme les bio, hein, oui, sur la même vitesse. Vas-y, Françoise. il y a une question sur la répartition, justement, hein, toujours sur les exploitants. Est-ce qu'on a une idée des exploitants individuels par rapport aux sociétaires? J'ai pas regardé. On a l'information et ça, j'ai pas regardé. Il y a plein de choses à regarder, hein, je vous assure. Oui, ça, sans aucun problème. Ensuite, est-ce que le peu d'exploitation de volailles en AB vient du fait que les régions qui hébergent la production de volailles est faiblement engagée dans l'AB, ou est-ce qu'il y a vraiment moins d'AB globalement en production de volailles? Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un focus ensuite sur les filières animales. Voilà, Et donc, on va peut-être répondre à la question. Et voilà, si jamais la question persiste, n'hésitez pas à la reposer tout à l'heure. voilà. Et puis peut-être qu'on peut proposer à Anne Glandinière d'intervenir sur les commentaires en lien avec la PAC. Est-ce qu'il y avait des commentaires là-dessus? Enfin, Jonathan. par rapport aux exploitations spécialisées en grande culture, je pense que on est dans une dynamique en 2021 qui confirme l'essor massif des conversions à partir de 2015, avec les nouveaux dispositifs d'aide à la conversion à partir de 2015 et globalement au niveau national, parce que vous avez dit qu'en conventionnel, on voyait la même chose, hein, une pression, enfin une importance significative des OTEX grande culture. Enfin, ça fait quand même plus de 10 ans que la PAC en France est quand même plus favorable aux céréaliers qu'aux éleveurs. Donc, c'est aussi un constat en bio. Oui, Stéphane Ferchaud, responsable de la station porcine bio INRA et Organique. Juste une question de curiosité, comment on explique la très forte proportion de bio dans le Gers? Il y a un fort Ah ben, développement. c'est pas compliqué. Ça fait 20 ans qu'il y a un accompagnement technique performant pour les agriculteurs bio, enfin qui s'engagent en conversion dans le Gers, avec un maillage territorial solide aussi d'entreprises, enfin d'aval au niveau notamment outils de collecte, stockage pour les céréales. Voilà, c'est un travail de longue haleine sur ces territoires et peut-être aussi, compte tenu des conditions pédoclimatiques, une facilité plus grande que dans le bassin parisien à s'engager en bio. Et c'est d'ailleurs un peu pareil dans le sud-est, hein. Ouais, Oui, juste un petit enfin, ce ne sera pas vraiment un complément, mais plutôt une information. Mardi qui vient, là, mardi prochain, 18, le ministère de l'Agriculture, le service Oui. statistique du ministère organise un colloque sur le recensement 2020. Donc, et il y a notamment une table ronde qui, je crois, va aborder les questions de signes de qualité et tout ça. Et donc, j'imagine la bio. Je n'ai pas tous les détails du contenu, mais par exemple, pour répondre à la question sur y a-t-il plus de sociétaires ou d'individuels, etc. Donc, c'est faisable avec la base de données ONAB. Mais il y aura peut-être des éléments qui seront communiqués mardi aussi pendant ce colloque. Voilà. Et j'ai, si c'est possible, une autre question qui est dans le fil de discussion au sujet de l'analyse des fermes AB pratiquant les circuits courts et ou la transformation par rapport au conventionnel, Ouais. avec Donc, l'idée de savoir si ils pratiquent davantage ou pas. alors, nous, on ne peut pas faire le lien avec les données individuelles.
au niveau de la notification, chaque producteur, quand il se notifie, doit dire s'il fait de la vente directe ou de la vente en circuit court. Sauf que cette donnée, elle est donnée à un temps T, elle n'est pas actualisée. Donc, on ne sait pas si elle est toujours actuelle les années suivantes. Par contre, l'agence bio fait une enquête sur la vente directe chaque année auprès des producteurs. Je crois que le chiffre, c'est 20% des producteurs bio qui font du... Non? La moitié? 50%? Quasiment la moitié, d'après Dorian, qui font la moitié des opérateurs qui déclarent faire de la vente directe. Et de la transfo? Et la transfo, là, moi, j'ai pas regardé. Je ne sais pas si tu as des chiffres. Parce qu'en fait, la transfo, c'est délicat. On a les données sur une exploitation, mais si la transfo se fait sur l'exploitation, mais avec une autre structure juridique, on est en incapacité de faire le lien entre les deux. Sauf si on regarde l'adresse, mais même l'adresse, on peut avoir deux structures complètement indépendantes qui aient la même adresse. Donc voilà, ça, c'est un peu les limites de la base. C'est que s'il y a des structures juridiques différentes, on ne peut pas refaire une exploitation en tant que telle. On va te laisser continuer maintenant la Oui, présentation. merci. Ok, et donc le chapitre 2, c'est de regarder donc la diversité de production au sein des fermes. Donc, quelles sont les productions qu'on observe, les combinaisons de production qu'on observe sur les fermes françaises. Donc déjà, ce qu'on observe, ce qu'on connaît comme classification, il y a l'OTEX, donc l'orientation technico-économique des exploitations agricoles, qui est basée sur le potentiel de production d'une exploitation à partir des différentes productions qui est calculé à partir des productions qu'elle a. Bon, ça ne va pas dans l'autre sens. Mais donc, les points positifs de cette méthode, c'est qu'elle est largement utilisée et il existe un référentiel pour positionner le bio par rapport au conventionnel. Par contre, dans la construction de la classification, on a une focalisation sur des formes de spécialisation. C'est la limite toujours des 2/3 du PBS total qui doit être représenté. Et une absence de coefficient de PBS spécifique à la bio. Donc, on a souvent un coefficient, donc c'est un potentiel par hectare ou par tête qui est qui est calculé à partir des données conventionnelles. On n'a pas l'équivalent en bio. Or, donc, à l'hypothèse forte qui est faite actuellement, c'est que le moindre rendement en bio est compensé par une meilleure valorisation, mais ce n'est pas vrai dans toutes les filières, donc il y a des spécificités. Donc, voilà, ce choix est critiqué. Donc, nous, on a fait le choix donc, de ne pas axer notre travail sur les OTEX. Et ensuite, il y a Inosis qui existe aussi. Donc, c'est aussi un référentiel qui existe pour positionner le bio par rapport au conventionnel, qui prend en compte la diversité. Et bon, là, c'est répété. Bon, il n'y a pas l'info, mais aussi ce qui est intéressant, c'est dans l'approche Inosis, c'est donc de prendre en compte la diversité de production. Et il y a une hiérarchisation en termes de demande en main-d'œuvre qui est faite entre les ateliers. Donc, notamment, ça priorise l'atelier laitier, par exemple, ou l'élevage, qui sont très demandeurs en main-d'œuvre. Mais à contrario, c'est qu'il y a des seuils qui sont placés. Il faut qu'il y ait au moins 5 vaches laitières, 10 vaches allaitantes, 250 volailles. Et donc, nous, dans notre approche, on s'est dit, on veut pas se limiter à ces seuils. On veut vraiment regarder toute la diversité de production parce que certains petits ateliers ont toute leur place dans l'organisation d'un système. Donc, ils sont peut-être pas, enfin, c'est peut-être pas l'atelier qui va ramener le plus d'argent, mais ils ont leur place dans l'équilibre, surtout s'ils sont présents et certifiés, c'est qu'ils ont un rôle. Et donc, l'idée, c'était de mettre en évidence sa diversité et mettre en évidence tous les ateliers. Et donc, pour caractériser la diversité, on a juste regardé l'absence ou présence d'un atelier sans mettre de seuil. Et donc, d'abord, quels ateliers sont pris en compte? Donc, voici la liste des ateliers de production agricole qu'on considère. Donc, en production animale, on a pour les ruminants les vaches allaitantes, les vaches laitières, les brebis viandes, les brebis laitières et les chèvres. Pour les monogastriques, les poules pondeuses, poulets de chair, les autres volailles de chair, les truies et porcs charcutiers qu'on a regroupés au sein des porcins. Et ensuite, d'autres productions comme les ruches, les lapins et encore une fois d'autres productions. C'est tout ce qui est équin, camélidés qu'il faut garder quand même en tête. Pour les productions végétales, donc en production annuelle, on a les grandes cultures qui regroupent les céréales, les oléagineux protéagineux ainsi que les cultures industrielles.
On a les légumes, donc maraîchage et plein champ. Donc, comme l'a expliqué Dorian ce matin, on a du mal à distinguer dans notre base de données ce qui est maraîchage diversifié, ce qui est maraîchage, ce qui est plein champ, culture sous abri. Donc voilà, là, on a tout laissé dans le pool légumes. Et en culture pérenne, on a les fruits, les vignes, les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et ensuite, en autres, on a les surfaces fourragères qui incluent les prairies temporaires, permanentes et les cultures fourragères. Et ensuite, on a décidé de décrire les types de production, des types de combinaisons qu'on observe. Donc, d'un côté, on va regarder les combinaisons de production animale et de l'autre côté, les combinaisons de production végétale. Donc, pour les fermes qui ont de l'élevage, on a deux types d'approches différentes suivant le fait qu'on ait de l'élevage ou non. Donc, quand on a de l'élevage, on va déjà regarder est-ce que j'ai un ou plusieurs ateliers. Si j'ai qu'un seul atelier, je suis en monoélevage. Quand j'ai plusieurs ateliers, je regarde d'abord est-ce que j'ai des ruches, des lapins ou d'autres productions. Donc, si ce n'est pas le cas, je regarde, je vais dans le grain plus fin. Est-ce que j'ai que des ruminants? Et dans ce cas-là, je suis en polyélevage de ruminants. Si j'ai que des monogastriques, je suis en polyélevage de monogastriques. Si j'ai des ruminants et des monogastriques, je suis en polyélevage de ruminants. Et si j'ai plusieurs ateliers, dont des ruches, des lapins et d'autres productions, je suis en polyélevage autre. Et ensuite, on va regarder les productions végétales qui sont présentes sur ces mêmes exploitations. Et là, ce qui est intéressant en élevage, c'est de regarder est-ce que j'ai des grandes cultures ou pas. C'est un peu l'élément central en élevage, savoir s'il est possible d'intraconsommer les productions végétales cultivées sur la ferme. Donc, la première question, est-ce que j'ai un seul atelier d'élevage ou plusieurs? Quand j'en ai un seul, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des surfaces fourragères? Si c'est le cas, je suis en monoculture fourragère. Si c'est autre chose que des surfaces fourragères, monoculture autre. Parce que c'est quand même assez peu courant, donc on a décidé de ne pas distinguer, ne pas aller dans le détail. Ensuite, si j'ai plusieurs ateliers, la question c'est est-ce que j'ai des grandes cultures ou est-ce que j'en ai pas? Et donc c'est polyculture avec grande culture et polyculture sans grande culture. Et après, dans certains cas, il n'y a pas d'atelier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surface agricole, mais des landes, donc des parcours, des surfaces non agricoles, ou par exemple pour tout ce qui est apiculture, ben, il n'y a pas souvent les apiculteurs n'ont pas de SAU dédié à leur exploitation. Dans ce cas-là, on a regroupé toutes ces fermes sous lande en production végétale. Et quand on a des fermes qui n'ont pas d'élevage, on regarde les combinaisons de production végétale. Donc, pour l'aspect type de production animale, on reste sur du sans élevage. Et pour les productions végétales, on a la même réflexion. Est-ce que j'ai plusieurs ateliers ou un seul? Donc, quand j'en ai un seul, je suis en monoculture. Si j'ai plusieurs ateliers, je vais regarder si j'ai des fourrages ou si j'en ai pas. Donc, si j'ai des fourrages, ensuite, on va regarder, à part des fourrages, quels sont les autres ateliers. Donc, si j'ai que 2 ateliers, donc c'est la culture d'entrée. Donc, c'est que j'ai une culture annuelle ou une culture pérenne avec des fourrages. Donc, je suis en polyculture avec que des fourrages. Et ensuite, on va regarder est-ce que j'ai que des cultures pérennes. Donc, dans ce cas-là, je suis en polyculture de culture pérenne avec fourrage. Si j'ai que des cultures annuelles, en polyculture de culture annuelle avec fourrage. Et si j'ai les deux, en polyculture de culture pérenne et annuelle avec fourrage. Et ensuite, c'est la même réflexion, mais quand j'ai pas de fourrage. Et donc, on en arrive ensuite à créer des types de combinaisons de production en concaténant le type de production animale avec le type de production végétale. Par exemple, on peut avoir du monoélevage avec des monocultures fourragères ou du monoélevage avec de la polyculture avec des grandes cultures. Et ensuite, on va on va essayer de préciser ce type de combinaison de production pour regarder les ateliers présents dans ces combinaisons. Et là, on va concaténer tous les ateliers présents. Donc, par exemple, quand je suis en monoélevage, je peux par exemple être en brebis-viande associée à des surfaces fourragères. Vu que la monoculture fourragère, c'est un seul atelier, donc c'est des surfaces fourragères. Dans le second exemple, pour le monoélevage polyculture avec grande culture, on va rester sur la même production animale, brebis-viande. Mais donc en polyculture avec grande culture, on a l'option soit d'avoir des grandes cultures et des surfaces fourragères, soit des grandes cultures, plus des légumes, plus des surfaces fourragères. J'espère que vous avez compris la démarche qui est sous-jacente. Et ensuite, on a fait un parti pris dans le travail. On a quand même regardé la taille des ateliers parce qu'on a eu différentes approches au cours de notre analyse. On a une analyse générale, mais on a aussi fait des analyses par filière. Donc, on rentrait par exemple sur les fermes qui ont que des vaches allaitantes ou que des vaches laitières et regardait comment elles se répartissent. Et en fait, on s'est rendu compte que dans certains cas, on était dans des systèmes, par exemple, avec des vaches allaitantes, des fermes avec vaches allaitantes, qui étaient associées à des vaches laitières, où il y avait moins de 5 vaches laitières.
Et on s'est demandé si dans ces cas-là, il y avait vraiment un atelier laitier avec de la production de lait, ou est-ce que c'était des vaches laitières de race laitière, mais où il n'y avait pas de production de lait, c'était peut être des vaches nourrices ou donc c'était une grosse réflexion qu'on a eue et on se demandait comment les caractériser. Et le parti pris, là, le choix qu'on a fait, c'est de considérer quand on a des vaches allaitantes et seulement que 5 vaches laitières, on considère qu'un troupeau de vaches allaitantes. Et on enlève cette question de diversité de vaches laitières parce que c'est très ambigu et on est en incapacité de savoir s'il y a réellement une production de lait. Donc après, s'il y a d'autres ateliers de laitiers comme des brebis laitières ou des chèvres laitières, peut-être qu'il y a quand même de la traite et de la production. Donc voilà, il y a peut-être des biais, mais c'est le choix qu'on a fait dans cette étude-là avec les données qu'on a actuellement. Donc là, c'est le résultat à l'échelle nationale. Je vais essayer de renlever la barre pour que vous ayez l'ensemble de l'image. Donc là, je représente les types de combinaisons de production agricole. En 2021, le classement selon le nombre de fermes, donc c'est en jaune, et en gris, c'est la SAU représentée. Donc en ordonnée, c'est les combinaisons de production de celle qui est la plus présente à la moins présente. J'ai pas tout. Si, il y a tout qui est représenté. Et en abscisse, c'est le pourcentage des fermes représentées ou le pourcentage de la SAU. Donc là, le premier élément intéressant, c'est que 28% des fermes françaises sont sans élevage et en monoculture. Donc ils ont une seule production, que ce soit une culture annuelle ou une culture pérenne, et qui représente quand même 9% de la SAU française. Ensuite, c'est la combinaison polyculture avec que des fourrages. Donc on a une culture annuelle ou pérenne avec des surfaces fourragères. C'est quand même 16% des fermes et 15% de la SAU. Et seulement après, on a des systèmes d'élevage, donc monoélevage, polyculture avec grande culture, 15% des fermes et 34% de la SAU qui est concernée. Donc, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais ça vous donne un peu une ordre d'idée de comment se répartissent les fermes en type de combinaison de production. Et si maintenant on regarde vraiment les combinaisons qu'on observe à l'échelle, enfin vraiment les productions, les combinaisons d'ateliers, donc pas les types, mais les combinaisons. Donc on a toujours la même démarche, c'est les fermes en jaune, en gris, la SAU, avec toujours le pourcentage des fermes ou le pourcentage de la SAU en abscisse. Donc ce qu'on observe, c'est les fermes viticoles, donc les fermes 100% vignes, qui représentent donc quasi 12% des fermes françaises, mais on n'est plus qu'à 4% de la SAU, il me semble. Ouais, un peu moins de 4% de la SAU. Donc ça, c'est la première production qu'on observe. Ensuite, c'est grande culture plus surface fourragère. Donc on est à plus de 7% des fermes et plus de 12% de la SAU. Ensuite, c'est des fermes avec des vaches laitières, grande culture, surface fourragère, où on est à 5,5 à peu près pour 5,5% des fermes françaises pour 11% de la SAU. Donc, ça vous donne un peu un ordre de guidée des combinaisons qu'on observe le plus à l'échelle nationale. Donc là, il n'y a pas toutes les combinaisons. Hein. Je vous ai mis un peu le top 15, parce qu'on peut aller loin dans toutes les combinaisons d'ateliers possibles en France. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer un peu comment se répartissent. Donc là, reprendre un peu le même schéma, mais au niveau national, voir comment se répartissent les populations. Donc déjà, c'est un arbre typologique. Donc on a nos 41 819 fermes 100% en AB en 2021. Et donc je vais vous représenter rapidement les différents nœuds et comment les exploitations se répartissent. Donc pour des histoires de compréhension, en noir, c'est la part du nœud représenté. Donc ici, sur le pool des 41 000 fermes, on a 63% des fermes qui n'ont pas d'élevage et 37% qui ont de l'élevage. Et le chiffre en gris à côté, c'est la part de l'effectif national représenté. Là, c'est le même vu qu'on est au premier nœud. Donc là, ce qui est déjà intéressant, c'est que 2 fermes sur 3 en AB n'ont pas d'élevage en France en 2021. Si on regarde un peu plus donc, ce pool, 56% de ces fermes sont en polyculture, 44% en monoculture. Donc c'est les 28% des fermes françaises qui n'ont qu'une seule production végétale. Donc près de la moitié des fermes sans élevage en AB n'a qu'un seul atelier de production végétale. Et si on regarde la répartition, 44% de vignes, 17% des fermes 100% fourragères, dont parlait Catherine tout à l'heure, 15% en légumes, 14% en fruits. Ce que je vous propose là, c'est juste de faire un focus sur les 12% des fermes, 12% de l'effectif national en vignes.
Donc, pour vous donner, c'est 12% des fermes. Elles ont en moyenne 14 hectares de SAU. Là, on va représenter la répartition de ces surfaces en différentes classes. Donc, ces classes ont été définies avec des experts de chaque filière. Donc, j'ai fait des classes pour chaque filière existante. Donc là, ce qu'on observe, c'est 55% des fermes ont entre 5 et 30 hectares, 35% entre moins de 5 hectares. Donc, en dessous de 30 hectares, on a quasiment 90% des fermes qui sont représentées. Et là, c'est la localisation de ces fermes à l'échelle nationale. Donc, on a une carte française avec les départements. La couleur, donc plus c'est foncé, plus il y a de fermes des fermes viticoles. Donc, on voit que le département qui sort du lot, c'est les régions viticoles, notamment la Gironde et l'Aude, dans l'Hérault. Ouais, c'est la Gironde, l'Hérault, mais le bassin méditerranéen est bien représenté. On a également la Bourgogne et la Marne qui se distinguent. Ouais, il y a quelques vignes. Ensuite, je vous propose d'aller plus loin dans l'onglet donc polyculture quand on n'a pas d'élevage. Donc, dans la majorité des cas, quand on est en polyculture, il y a des fourrages. Souvent, ce sont des cultures et des fourrages. Donc, une ferme sur 6 en AB en 2021 a seulement 2 ateliers de production, une production pérenne ou annuelle et des surfaces fourragères. C'est 16% des fermes françaises. Et quand on regarde, c'est surtout grande culture associée à des surfaces fourragères. Et là, pour le focus, donc c'est 7,4% des fermes avec 82 hectares en moyenne. Et c'est quand même des fermes qui ont un petit... Enfin, il y a quand même 43% des fermes qui ont moins de 25 hectares de grande culture dans cette combinaison. Et 41% des fermes qui ont entre 26 et 100 hectares. Et en termes de localisation, on retrouve le Gers, qui draine une grande partie des fermes qui ont cette combinaison-là. Le Gers, c'est Haute-Garonne. Et ensuite, je prends ma fiche, Deux-Sèvres et la Vienne qui se distinguent, ainsi que Lyon. Oui, c'est ma carte de département pour ne pas dire de bêtises. Et si on regarde maintenant l'approche élevage, donc 37% des fermes ont de l'élevage. On a 73% d'entre elles, donc soit quasiment 29% des fermes qui sont en mono-élevage. Et quand c'est du mono-élevage, c'est souvent un mono-élevage de ruminants. Une ferme sur 5 en AB a un élevage de ruminants et une ferme sur 6 en AB a un mono-élevage de ruminants, enfin de mono-élevage de bovins. Donc quand on a des ruminants, on a 40% de chances d'avoir des vaches allaitantes et 40% de chances d'avoir des vaches laitières. Et juste pour avoir une idée, quand c'est un mono-élevage de non-ruminants, quand il y en a, c'est souvent des poules pondeuses, donc dans 52% des cas, et ce qui représente 3,3% des fermes qui sont en mono-élevage de poules pondeuses. Là, on va faire un focus donc, sur les vaches allaitantes. Donc, elles sont majoritairement dans un système de polyculture avec grande culture. Ça représente 5,2% des fermes. Sinon, c'est de la monoculture fourragère et dans un plus faible nombre de cas, des polycultures sans grande culture. Et si on va dans le détail des combinaisons de production, c'est grande culture, surface fourragère, 3,8% des fermes. Et ensuite, de manière dans un plus faible nombre de cas, c'est avec grande culture plus légumes, grande culture plus fruits ou fruits et légumes. Voilà, donc ce que je vous propose là, c'est de faire d'abord un focus sur l'élevage de vaches allaitantes, le mono-élevage. Ensuite, sur le mono-élevage de vaches allaitantes en grande culture avec des surfaces fourragères. Et ensuite, sur les fermes en mono-élevage de vaches allaitantes avec... Ah. Est-ce que vous m'entendez à distance? Oui, le son est toujours bon. C'est peut-être juste ma... Ok, je continue. Et donc, le dernier focus, c'est un focus de vaches allaitantes avec des surfaces fourragères seulement. Donc là, sur le pool de toutes les fermes en mono-élevage, donc c'est 8,4% des fermes, 117 hectares de SAU en moyenne. Sur la répartition du cheptel, donc on a 5 classes, moins de 10 têtes, 11 à 20 têtes, 21 à 40, 41 à 70 et plus de 70 têtes. On a une répartition en forme de cloche avec une majorité à 30% et ensuite c'est plutôt bien réparti. On a 23% en 41 à 70 têtes, 18% 11 et 20,
entre 11 et 20 têtes, et ensuite 15% pour les 2 extrêmes. Et en termes de localisation, donc on a toujours sur les mêmes structures de ferme, hein. Plus c'est foncé, plus il y a de fermes correspondant à ce groupe, mono-élevage de vaches allaitantes. On retrouve la Loire-Atlantique qui est très représentée, ainsi que le Maine-et-Loire, la Normandie, Meurthe-et-Moselle en haut, et ensuite le Massif central également, avec l'Aveyron et le Cantal, Puy-de-Dôme et Haute-Loire. Si maintenant on regarde parmi ces fermes, celles qui sont seulement en polyculture, enfin associées à des grandes cultures et des surfaces fourragères, c'est 3,8% des fermes, donc sont plus grandes, elles ont 132 hectares en moyenne, 30 hectares de grandes cultures, 102 hectares de surfaces fourragères. Et on remarque dans la répartition des fermes au sein des différentes classes qu'on a davantage de fermes entre 41 et 70 têtes. Là, on est à 28%, donc 28%, 41, 70, 28% entre 21 et 40 têtes. Et également, on passe à 20% pour les fermes de plus de 70 têtes. En termes de localisation, là, on retrouve donc, la Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et la Vendée, l'Aveyron, le Gers également, une partie donc en Lorraine et la Bourgogne. Et on voit beaucoup moins déjà la Normandie. Et parce que la Normandie, on va la retrouver dans les fermes qui ont que des surfaces fourragères, donc 2,6% des fermes, moyenne à 102 hectares. Et on retrouve un peu la répartition initiale, donc avec un bon tiers de fermes qui ont entre 21 et 40 têtes. Et en termes de localisation, donc là, on retrouve la Normandie, donc avec le bocage normand, les Vosges, le Cantal, qui est très bien représenté, le Puy-de-Dôme, ainsi que l'Ariège. Donc, ça donne un peu une idée, suivant les productions végétales associées donc, au mono-élevage de bovins allaitants, on n'a pas la même répartition géographique. Et là, on ne va pas rentrer dans le détail pour le polyélevage. Donc, c'est 8,4% des fermes. Et ce qu'on observe le plus souvent, ce sont des polyélevages de ruminants, 3,4% des fermes. Et ensuite, ruminants monogastriques, 3% des fermes. Et avec d'autres productions où les polyélevages que de monogastriques restent relativement faibles à l'échelle nationale. Donc pour conclure, ça c'est un premier travail de typologie des fermes bio qui met en évidence des types de combinaisons d'ateliers de production sans seuil sur la dimension des ateliers. C'est une méthode qui est présentée à l'échelle nationale, mais qui peut être appliquée au niveau d'une filière ou d'un territoire. Donc on a appliqué la même méthode à l'échelle des filières. Donc là, je ne vous l'ai pas présenté, mais je l'ai sous la main si vous avez des questions. On a fait une entrée par filière, se dire je prends toutes les fermes avec des vaches laitières et je regarde comment elles se répartissent au niveau des classes, au niveau des classes de taille, au niveau des combinaisons d'ateliers. Et ensuite, je prends les fermes qui sont tous dans un même classe de taille et je regarde là comment se répartissent les combinaisons. Donc il y a tout un travail qui va être mis à disposition des interpros et potentiellement des chercheurs. Donc il n'y a pas d'analyse derrière, c'est vraiment après, à chacun de sortir l'analyse, et je pense que les professionnels de chaque filière, enfin les experts de chaque filière seront plus à même de sortir les messages clés. Et ça permet d'avoir déjà un diapo ou des sorties graphiques qui permettront de nourrir les réflexions. Et ensuite, c'est une méthode donc, à utiliser, à approfondir, à faire évoluer pour avoir une vision plus fine des systèmes bio et pour les accompagner au mieux dans leur développement. Donc, il y a des limites aussi à cette méthode, il y a des choses à améliorer. Ce serait bien de combiner les combinaisons d'ateliers avec la taille des ateliers, voir s'il y a des liens à faire. Donc voilà, il y a plein de choses, plein de possibilités. Donc là, je vous laisse me poser des questions et après, on va faire un focus donc, sur les filières animales qu'on va présenter à deux voix avec Marc. Alors, Françoise, est-ce que tu as des questions dans le chat, dans la salle? Il y avait une question sur des aspects comptage, mais figurez-vous que j'ai eu une coupure et du coup, j'ai perdu le fil de discussion. Alors, je ne me rappelle pas qui l'a posé. La personne qui a posé la question se reconnaît. Juste, je voulais savoir du coup, par rapport à la classification au texte classique, c'est très très différent, ou finalement, il y aurait une correspondance pas trop mauvaise, ou pour certaines OTEX, pas pour d'autres. Enfin, je ne sais pas, c'est quoi quand on recompare? C'est le travail que j'ai essayé de mener encore hier et je n'ai pas réussi à
à sortir les résultats des résultats. Donc, c'est l'idée, en fait, c'est de regarder après, quand on regarde les combinaisons d'ateliers et les OTEX, est-ce que c'est concordant ou pas. On retrouve, ben, sur les low-tex grandes cultures, c'est les fermes qu'on retrouve, des 100 enfin, qui ont qu'une seule production végétale. Les grandes cultures, surface fourragère ou que grandes cultures, on les retrouve toutes dans cet OTEX-là. On retrouve l'OTEX viticole, c'est les fermes 100 en vigne. Et ensuite, sur le reste, je ne voulais pas présenter parce que j'étais pas sur la présentation, je n'étais pas satisfaite, donc ça sera peut-être à venir. Ouais. Ben, parce que moi, je me suis posé la question, alors l'autre option, c'est de faire tourner ton découpage sur l'agriculture, enfin, tu vois, sur le RA, Ouais, quoi, ça, c'est l'idée. ouais, pour pouvoir faire une comparaison A, B, A, C, quoi. Ça, si on avait eu le temps et l'accès au CSD plus rapide, ça aurait été un très beau travail à faire, c'est de comparer finalement le résultat des deux cas. Là, il y avait une question. Sinon. Oui, Fabrice Belline, toujours. Hein, donc, bravo, super travail. Et juste pour savoir, nous, ce qui nous intéresse pas mal, c'est de voir les interactions entre les différentes exploitations qu'il peut y avoir sur un territoire. Et donc, du coup, à ce titre, est-ce qu'il est possible d'extraire facilement pour vous? Est-ce qu'il y a une routine d'extraction qui pourrait être faite juste sur un territoire? C'est-à-dire, Enfin, par exemple, un département ou une PCI, de voir si on peut refaire ce même travail très rapidement ou pas. ouais, en fait, cette variable, nous, on la calcule à l'échelle nationale Ouais. sur toutes les fermes, et ensuite, il suffit d'extraire sur la variable PCI, sur le code de la Donc, c'est commune, très des on départements, peut imaginer que c'est de facile à d'extraire. faire. Ouais. Donc là, il y a un script que moi, je peux faire tourner et je peux sélectionner mon échantillon et ensuite, je peux faire les arbres. Oui, donc Mathilde Vautier de la Chambre d'agriculture France. Moi, je coordonne le dispositif Inosis. Et donc, c'est juste pour répondre un peu à la question, l'ambition de cette typologie, parce que il y a une typologie Inosis qui est faite, c'est qu'une fois qu'on aura classifié les exploitations, donc on est encore qu'au début, on n'a pas tous accès aux données du RA, etc. C'est une fois qu'on a une classification des exploitations, de regarder les effectifs qu'il y a en agriculture biologique dedans. Et oui, oui, bien sûr. À l'origine, on aura les chiffres totaux et puis on pourra comparer exactement. Voilà. Donc ça, et ce sera aussi des choses publiques, donc ce sera des choses qu'on pourra présenter dans 6 mois. Ma question arrive, oui, François Libois de l'École d'économie de Paris. Ma question arrive peut-être un peu trop tôt, mais là, vous montrez un peu la dynamique temporelle et spatiale finalement de l'extension de l'agriculture biologique. Et est-ce que l'agence bio, notamment, a un certain nombre de données sur les programmes incitatifs et les aides à la conversion et ainsi de suite qui sont mises en place pour essayer de comprendre cette diffusion? Parce qu'on peut avoir plein d'hypothèses en tête, soit c'est du bouche à oreille, et du coup c'est chaque fois les exploitations à côté des autres, soit il y a vraiment des programmes un peu proactifs dans certaines régions. Enfin, je sais pas, après, l'agence bio complétera, mais je suis pas sûr qu'ils aient ils ont pas l'info. Donc là, c'est la casquette ODR qu'il faut venir voir, parce que du coup, nous, on a les infos, et puis on avait travaillé en plus sur la question des dynamiques de diffusion spatiale de la bio en lien avec la contractualisation de mesures conversion CAB, MAB, enfin surtout CAB, du coup, mesure maintien, il n'y a pas eu beaucoup. Bon, de toute façon, grosso modo, ce qui ressort, c'est que c'est quand même plutôt ça accompagne un mouvement qui se fait à un niveau local, mais ça ne débloque pas des situations. En gros, là où il n'y a pas de bio, ben, il n'y a toujours pas de bio. Et, voilà, donc, on sait savoir quelle est la cause, la conséquence des deux. Est-ce que dans les régions où il n'y a pas beaucoup de bio, il n'y a de toute façon pas un gros effort qui est fait pour financer des aides à la conversion, ou est-ce que c'est dans l'autre sens que ça se passe? Mais en tout cas, et du coup, nous, on diffuse notamment via le CASD les données sur la conversion. On a des données depuis 93 sur ça. Voilà. Juste, est-ce que vous avez les informations à l'inverse? Est-ce que la perte de l'aide au maintien qui n'a pas été harmonisée a entraîné plus de déconversion? Parce
que nous, on commençait de s'interroger par rapport à certaines données parfois qu'on voyait. Est-ce que vous l'avez à l'inverse? Que ça inciterait pas à déconvertir? On a les données, enfin, mais on n'a pas les résultats. Enfin, on n'a pas fait de l'analyse, dans le sens où, voilà, en plus, dans ces analyses-là, c'est toujours dur c'est toujours la vieille problématique de l'effet propre des politiques publiques, de savoir qu'est-ce qui vient de la politique, de qu'est-ce qui vient des d'autres phénomènes. Ce qui veut dire qu'il nous reste un peu de travail. Si je veux faire de l'évaluation de politique publique, welcome. Il y a des questions dans le chat ou Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Oui, moi j'avais une question sur en fait jusqu'à combien d'ateliers en fait on peut avoir sur une ferme et est-ce que vous avez regardé du coup leur répartition sur le territoire en fait de ces fermes très 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 diversifiées. Donc, j'ai pas fait ce travail de reprendre celles qui sont le plus diversifiées et de voir où elles sont. Je crois que j'ai déjà vu jusqu'à 7 ou 7 ateliers animaux. Si tu regardes encore à côté la diversité végétale. Donc, on peut arriver à un très haut niveau de diversité. Mais là aussi, il y aurait un travail à faire pour regarder vraiment que ce pool de fermes très diversifié. Pour regarder les très petites, les très grandes. dans le même genre, là, il y a une question sur la sensibilité. Est-ce que tu as fait une analyse de sensibilité sur ton choix de 5 VA? Non. Non, j'ai repris les chiffres qui sont appliqués dans d'autres typos.